Chères participantes et participants au cours, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Rainer Frick pour une interview virtuelle. Rainer, puis-je te demander de te présenter rapidement ainsi que ton travail? Oui, merci, bonjour. Alors, tout d'abord, je dois dire que je réalise cette interview au nom de Andreas Lüscher. C'est en fait lui qui travaille sur ce sujet qui est traité aujourd'hui et qui est le principal auteur de cette contribution. J'ai assisté Andreas dans la préparation, notamment pour la présentation en français. Andreas Lüscher dirige depuis 20 ans le groupe de recherche production fourragère et systèmes herbagers à Agroscope Reckenholz à Zurich. Et dans son groupe, les questions relatives à la production herbagère sont traitées sur un large éventail, de la production intensive des prairies temporaires jusqu'au système d'alpage extensif. Et ceci pour tous les systèmes de production. Au cours de sa carrière de chercheur, Andreas Lüscher a principalement travaillé sur les mélanges fourragers et aussi sur la réponse des prairies au changement climatique. Andreas joue également un rôle important au sein de l'ADCF, c'est l'Association pour le développement de la culture fourragère, dans laquelle il est responsable de la gérance de la section alémanique. L'un des principaux objectifs de l'ADCF est de mettre en pratique les résultats de la recherche aussi rapidement et efficacement que possible en soutenant la collaboration entre la recherche et la VULC. Moi-même, je suis membre du groupe de recherche systèmes pastoraux à Agroscope Changin, où je m'occupe principalement des prairies temporaires, c'est-à-dire de l'étude variétale des plantes fourragères et des mélanges standards. D'accord, merci pour cette vue d'ensemble bien complète. Dans votre groupe de recherche, vous vous intéressez entre autres à la réaction des prairies aux extrêmes climatiques, particulièrement au sec. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre comme changement climatique dans les décennies à venir? Donc, d'abord, le climat est la moyenne à long terme des températures et des précipitations. Ça, c'est la définition du climat. Le climat est généralement décrit à l'aide de valeurs moyennes sur une période de 30 ans. L'évolution des températures estivales est représentée sur ce graphique par une ligne noire épaisse qui est marquée par une flèche. Si vous suivez la tendance de cette ligne, vous pouvez constater que les températures estivales sont restées relativement constantes de 1870 jusqu'à 1970, donc pendant 100 ans. Cependant, depuis 1970 environ, la température moyenne estivale augmente régulièrement et c'est la deuxième petite flèche. Jusqu'à aujourd'hui, ça correspond à une augmentation d'environ 1,5 degré. En gris, sur le même graphique, on retrouve les prévisions sur la façon dont les températures pourraient évoluer à l'avenir. Il y a 3 modèles qui prédisent des évolutions différentes. C'est pourquoi la zone grise est relativement large et ne constitue pas une ligne nette. Il y a donc une certaine incertitude dans les prédictions. Dans le cadre coloré en rouge, vous pouvez également voir que d'ici 2060, un nouveau réchauffement d'environ 1,5 à 2 degrés est prévu. Pour les précipitations estivales, la situation est différente. Vous voyez ça sur le slide suivant. Jusqu'à présent, les précipitations estivales n'ont pas changé. Les spécialistes des prévisions ne prévoient également que de petits changements pour les précipitations. Les précipitations estivales devraient diminuer d'environ 10% d'ici 40 ans. Ceci en supposant que les précipitations annuelles restent constantes.
Tandis que les moyennes à long terme décrivent le climat, les valeurs météorologiques à court terme décrivent la météo ou le temps. Il est important pour moi de souligner les différences à court terme de la météo. Celles-ci sont également visibles sur ce graphique sous forme de colonnes pour chaque année individuelle. Pour chaque année, vous pouvez voir dans quelle mesure les précipitations estivales se sont écartées à la hausse ou à la baisse de la moyenne à long terme. La taille des deux doubles flèches rouges montre à quel point les écarts annuels sont supérieurs à l'évolution prévue au cours des 40 prochaines années. On s'attend donc à ce que ces différences extrêmes s'accentuent avec le changement climatique. Je pense personnellement que c'est déjà un grand défi pour les agriculteurs d'aujourd'hui de faire face à ces très grandes fluctuations et ces incertitudes à court terme, et que ce défi deviendra encore plus grand à l'avenir. D'accord. Merci pour ces précisions. Et quel effet cela peut-il avoir sur la croissance des plantes des prairies? On pense beaucoup au rendement notamment, donc quelles peuvent être les incidences de ces extrêmes climatiques sur le rendement des prairies? Dans nos recherches, nous avons étudié les effets du stress hydrique, de la sécheresse, sur la croissance des prairies. Il est important de dire que les résultats présentés ici s'appliquent à un stress hydrique très très sévère, comparable à celui qu'on a eu en 2018 par exemple. Ainsi, les résultats ne s'appliquent pas aux changements moyens du climat décrit ci-dessus, mais aux événements extrêmes. Nous avons simulé le stress hydrique à l'aide de tunnels en plastique qu'on a posés sur les parcelles, comme vous pouvez le voir sur l'image de gauche. Nous avons réduit ensuite les précipitations estivales attendues jusqu'à 80% et pas seulement 10% comme le disent les prévisions climatiques. La période de stress hydrique due à la sécheresse a duré 8 semaines au total dans ces essais. Les résultats montrent en fait 3 phases. Premièrement, dans le premier mois où la pluie est absente, la croissance de la prairie ne change pas du tout. Les plantes bénéficient de l'eau qui est encore stockée dans le sol. Par contre, au cours du deuxième mois où la pluie est supprimée, la croissance s'effondre brutalement. Nous avons observé jusqu'à 80% de perte de rendement. Les colonnes de la figure montrent cette différence de rendement suite à la sécheresse par rapport aux parcelles de contrôle qui n'ont pas eu de sécheresse. Il est frappant de constater que les espèces ont réagi très différemment à ce stress hydrique. Le régrat anglais a montré la plus grande perte de rendement. Le rendement de la chicorée, c'est une herbacée, a également diminué de manière significative. En l'occurrence, la dépression du rendement est beaucoup plus faible pour les deux légumineuses que sont le trèfle blanc et le trèfle violet. Ensuite, la troisième phase, après la fin du stress dû à la sécheresse, lorsque le sol redevient humide, nous avons eu la plus grande surprise. Nous nous attendions en fait à ce que les prairies se rétablissent relativement lentement et qu'il faudrait quelques semaines avant qu'elles puissent atteindre le même rendement qu'avant. Nous nous sommes même demandé si ces prairies précédemment stressées, qui étaient toutes brunes et grillées, allaient pouvoir se rétablir. 6 semaines après la fin du stress, de la sécheresse, les parcelles précédemment stressées avaient des rendements significativement plus élevés que les parcelles témoins. Là encore, l'ampleur de la réponse dépendait des espèces. Les espèces qui ont répondu avec des pertes de rendement très sévères pendant la période de sécheresse
sont soudainement devenus les meilleurs, montrant ainsi une croissance compensatoire. Le régrat anglais a produit jusqu'à 70% de rendement en plus après le stress par rapport aux parcelles témoins. Les légumineuses, en revanche, ne présentent à nouveau qu'une réponse faible et non significative. Donc, dans l'ensemble, on a pu constater un fort effet de résilience dans cet essai. Ces résultats sont vraiment très intéressants et surprenants. Penses-tu que toutes les régions seront impactées de la même manière ou est-ce qu'il y a des sites qui profiteront en termes de production fourragère, de température plus élevée, on va dire, et de période de végétation plus longue? Il est clair que toutes les régions ne sont pas affectées de la même manière. Comme on peut l'imaginer, il existe également des régions où la croissance des plantes pourrait bénéficier des changements prévus. Ces zones se trouvent principalement dans les régions d'altitude, qui sont caractérisées par une période de croissance courte, des températures plutôt fraîches et des précipitations souvent abondantes. Ces régions de la zone de montagne peuvent être clairement identifiées par les températures plus fraîches et les précipitations annuelles élevées sur les deux cartes. Les régions où il fait déjà chaud aujourd'hui et où nous avons déjà relativement peu de précipitations estivales en ressentiront fortement les effets du réchauffement. Sur la carte suisse des précipitations et des températures, j'ai marqué les lieux de Grangeneuve et de Recknholz. Vous pouvez donc constater deux choses. Premièrement, que les expériences du site de Zurich-Recknholz ont été réalisées à un endroit où les conditions sont similaires à celles de Grangeneuve. Et deuxièmement, que votre climat va tendre vers celui de la région des lacs de Morat, Neuchâtel et du Léman, avec des températures plus élevées et moins de précipitations. Cette carte de l'Europe que vous voyez ici vous montre où l'on trouve aujourd'hui en Europe les précipitations qui sont attendues à Grangeneuve dans 40 ans. Ces régions sont toutes de couleur blanche sur la carte. Toutes les régions en rouge ont déjà moins de précipitations que ce que nous prévoyons pour Grangeneuve dans 40 ans. Les régions de couleur bleue sont celles où il y a plus de précipitations aujourd'hui que ce que nous attendons à Grangeneuve dans 40 ans. Vous pouvez aussi clairement voir que les Alpes sont la source d'eau de l'Europe. D'accord, merci. Ou si on veut continuer un peu sur cette thématique, où est-ce que tu vois les plus grandes difficultés et défis en termes de gestion des prairies quand on a sous la contrainte des changements climatiques, quels sont déjà et quels vont être les plus grands défis pour continuer à exploiter des prairies de manière productive ces prochaines décennies? Je vois la plus grande difficulté des événements extrêmes dans la forte fluctuation de l'approvisionnement en fourrage. À l'avenir, nous devrons de plus en plus compter avec le fait que nous devrons recourir au fourrage conservé non seulement en hiver, mais aussi en été. Du fait que l'herbe, durant une sécheresse sévère, comme on l'a eu en 2018, ne pousse pratiquement plus. Surtout aussi, la planification des pâtures et du pâturage deviendra beaucoup plus difficile. Cela nous amène directement à la recommandation la plus importante pour l'agriculteur. La taille du troupeau doit être adaptée aux attentes réalistes en matière de rendement des prairies du domaine. Cela signifie que les attentes en matière de rendement ne doivent pas être basées sur les années de pointe, mais doivent être fixées de telle sorte que des réserves de fourrage puissent être constituées dans les bonnes années pour les années extrêmes.
D'accord. Et c'est vrai que les vagues de chaleur et de sécheresse, c'est déjà des préoccupations. Tu as cité 2018, c'est déjà des préoccupations pour les agriculteurs, surtout ceux qui ont des prairies et du bétail. Et quels sont, à ton avis, les points les plus importants à prendre en compte? Est-ce que tu aurais des conseils pour les agriculteurs qui pourraient appliquer dès maintenant pour minimiser les pertes de rendement pendant ces périodes? Oui, il existe plusieurs façons de s'adapter aux nouveaux défis. Il faut aussi dire le choix de la solution la plus judicieuse pour une exploitation dépend en grande partie, bien sûr, de la situation et de la structure du domaine. Je peux mentionner quelques mesures plutôt générales. Premièrement, comme mentionné précédemment, il est crucial d'avoir un cheptel qui est adapté à la taille du domaine. Ça, c'est très important. Ceci est associé à une bonne conservation des fourrages et ce n'est que de cette manière que l'on peut offrir des fourrages de bonne qualité en cas de besoin. La deuxième recommandation est la diversification. Je tiens à souligner que pour moi, le grand défi actuel tient aux grandes différences du temps d'une année à l'autre et non à un climat unilatéral beaucoup trop sec. C'est pourquoi nous ne devrions pas seulement installer des cultures résistantes à la sécheresse sur le domaine, mais diverses cultures qui se prêtent d'une part pour les années sèches et d'autre part pour les années humides. De cette façon, le risque d'une pénurie de fourrage peut être réparti. Ceci concerne surtout les prairies temporaires. Agroscope a développé une large gamme de mélanges standards qui se prêtent pour différentes situations et conditions. Ce graphique-là indique pour quel bilan hydrique les différents mélanges sont les mieux adaptés. Il faut notamment évoquer les mélanges du type M, graminées, trèfle violet, les mélanges du type L, avec la luzerne, et tous les mélanges qui contiennent du dactyle, par exemple le mélange 330 ou le mélange 430. Nous recommandons de semer environ 3/4 de la surface avec un mélange pour conditions normales et avec lequel vous avez eu une bonne expérience dans le passé. Et sur la surface restante, ça peut être entre 1/4 et 1/3 au maximum, on peut semer les prairies temporaires qui résistent mieux à la sécheresse. Ainsi, pour s'assurer en cas de sécheresse. Nous vous recommandons également de toujours choisir des mélanges standards approuvés portant le label de qualité de l'ADCF. Troisièmement, il est important d'avoir des bonnes connaissances en matière de production fourragère. Comme l'ont montré nos essais, des prairies et des pâturages intacts et correctement exploités peuvent très bien résister à de longues périodes de sécheresse s'ils contiennent des plantes vigoureuses ou racines solides. Les plantes fragiles et surutilisées, en revanche, sont faibles et ont des petites racines qui sont sensibles aux conditions sèches. Ces prairies et pâturages présentent alors des dommages beaucoup plus importants et se rétablissent moins bien. Les dommages causés par la sécheresse peuvent également être un signe que des erreurs ont été commises au préalable. Et le quatrième conseil que je voudrais mentionner est la collaboration avec la région de montagne. Comme démontré, les régions de Suisse qui bénéficient de températures plus fraîches et de précipitations abondantes sont moins sensibles aux années de sécheresse. Ainsi, la coopération entre les exploitations de la plaine et de la montagne peut apporter beaucoup d'avantages. Si par exemple l'élevage est transféré dans la zone de montagne, il est beaucoup moins nécessaire d'utiliser des fourrages conservés durant une année sèche que si les animaux d'élevage doivent également être nourris à la ferme.
Merci Voilà. beaucoup, hein. C'est des conseils, je pense, très précieux dès à présent pour les agriculteurs qui nous écoutent. Donc, je vous remercie infiniment, Rainer Frick, pour cette interview et je me réjouis du forum qu'on aura où des questions pourraient être posées pour discuter d'un peu tout ça. Encore merci et une excellente journée. Ouais, merci à vous.